Avec 140 millions d'utilisateurs revendiqués dans le monde, dont 60 millions d'abonnés payants, Spotify fait figure de roi du streaming en ligne. Son directeur général France et Benelux est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Bruno Crollo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Imaginons que je sois un artiste sous contrat avec une maison de disques, que je débute, que je n'ai donc pas la notoriété suffisante pour pouvoir négocier. Si un internaute écoute ma musique, je gagne combien ? Ça dépend de votre contrat avec votre maison de disques, puisque Spotify a comme interlocuteur les labels et les éditeurs. Nous reversons globalement 70% de nos revenus aux labels et aux éditeurs, charge à eux ensuite de les répartir selon les contrats qu'ils ont avec les artistes et les différents ayants droit. Je lisais un article dans Les Échos qui disait que notamment la rémunération, la répartition de ces droits d'auteur dépendait notamment des parts de marché des maisons de disques l'an passé. C'est quelque chose que vous pouvez confirmer ou vous ne commentez tout simplement pas ? Oui, effectivement, nous reversons l'ensemble de nos revenus au prorata des parts de marché des différents labels, donc ceux avec qui nous travaillons, et ensuite eux reversent à leurs artistes, en fonction des données que nous leur fournissons sur les nombres de streams. Alors, au-delà de la rémunération, se pose une autre question. On voit de grandes artistes, comme par exemple Adele ou Taylor Swift, je crois, qui décident, par exemple, lorsqu'elles sortent un nouvel album, de ne pas le mettre tout de suite sur les plateformes de streaming et d'abord de le mettre dans les réseaux de distribution physique. Aujourd'hui, comment vous réagissez par rapport à ce type de décision ? Qu'est-ce que ça révèle et comment vous y faites face en interne ? Nous, on a toujours considéré que c'était une mauvaise démarche par rapport au public, puisque notre principale préoccupation, c'est d'apporter le meilleur service et la meilleure valeur aux utilisateurs, qu'ils soient en gratuit ou en payant chez Spotify. Donc on a toujours poussé et promu l'idée de proposer tous les catalogues dès leur disponibilité partout. Après, on ne peut pas empêcher les artistes, on ne peut pas les forcer de mettre leur catalogue sur Spotify, mais c'est quelque chose qu'on considère comme, in fine et dans la durée, négatif pour l'utilisateur. Alors bien entendu, ça, on parlait des grandes artistes, des superstars comme Adele ou Taylor Swift. À l'inverse, il y a d'autres artistes qui arrivent à émerger grâce aux plateformes de streaming, peut-être de façon plus rapide. Et justement, vous, pour les faire émerger, vous misez notamment sur les playlists. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quelle est votre stratégie pour détecter et faire monter de nouveaux talents sur Spotify ? Alors, ce que nous utilisons beaucoup, c'est la data, à tout point de vue et dans différents secteurs. Mais en l'occurrence, on parle des data qui nous montrent l'usage et les écoutes qu'il y a sur des artistes. Et un très bon exemple récent est Petit Biscuit, dont on parle beaucoup ces temps-ci, puisqu'il est en train de prendre une ampleur très importante, tant locale qu'internationale, que notre équipe locale a repéré sur les rapports de stream. On a vu que son premier titre, Sunset Lover, commençait à émerger sur les plateformes, enfin sur la plateforme, et du coup, l'intérêt s'est porté sur lui de la part de notre équipe éditoriale. Bien sûr, il y avait un travail à côté de son label et des équipes qui l'entouraient, mais en tout cas, nous, on a décidé de le tester, entre guillemets, de tester ce titre sur des playlists, puisque nos playlists sont de plus en plus consommées. C'est vraiment un outil d'accès à la musique de beaucoup de nos utilisateurs. Et puis, on a vu que sur ces playlists, il était apprécié, il était écouté. Du coup, très rapidement, nos équipes locales ont échangé avec leurs homologues dans le monde entier. Et c'est ça, une des forces de Spotify, c'est que l'équipe française est un guichet d'entrée à une équipe beaucoup plus large au niveau mondial. Et les homologues internationaux ont eux aussi aimé le titre, puisque c'est quand même la base. Il faut que les équipes aiment la musique qu'ils veulent mettre en avant. Et l'ont testé aussi. Et de fil en aiguille, Petit Biscuit s'est retrouvé sur les plus grandes playlists mondiales de Spotify pour finir dans le top 100 des artistes les plus streamés sur la plateforme et être aujourd'hui écouté dans le monde entier et presque bien plus qu'en France, au final, en nombre de streams. Si je dois caricaturer, est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, avant le streaming, avant Internet, pour détecter les nouveaux talents, les nouveaux artistes qui vont émerger, il fallait aller les chercher pour les écouter, alors qu'aujourd'hui, vous les détectez juste avec de la data ? Disons qu'on a des outils qui permettent de détecter plus vite et plus facilement. Après, des artistes ont été découverts avant, ils le seront pendant le streaming, bien entendu. Et le streaming n'est pas le seul outil pour découvrir des artistes, mais c'est un outil qui permet, ou c'est un moyen de développer beaucoup plus vite une visibilité, et une audience et une notoriété. C'est plutôt un accélérateur, et en plus, c'est en effet appuyé sur de la data, donc c'est très concret. Vous parliez de l'émergence, effectivement, donc de ces playlists sur les plateformes de streaming comme Spotify. Aujourd'hui, on pourrait après tout dire que ne serait-ce que le fait de classer des morceaux, de les regrouper, ce serait un travail de création, un travail éditorial. Aujourd'hui, ce serait envisageable pour Spotify de rémunérer ce travail tel quel de création de playlists ? Alors, on a sur le service deux types principaux de playlists. Les playlists des utilisateurs, qui eux créent leur propre environnement et le partagent ou pas avec les autres utilisateurs pour leur
comme sur un réseau social, hein, c'est vraiment de l'engagement social. Et puis surtout, on a des playlists qui sont créées par nos équipes, donc eux sont rémunérés, hein, puisqu'ils sont salariés de Spotify, et qui sont là pour apporter une valeur éditoriale à nos utilisateurs. On a 4500 playlists créées dans le monde, sur 2 milliards de playlists au total, donc tout le reste, ce sont les playlists des utilisateurs, et on a un peu plus de 100 éditeurs répartis dans le monde, dont 5 en France aujourd'hui, qui sont là pour apporter la meilleure sélection et la meilleure curation éditoriale pour nos utilisateurs, puisque c'est ça qui les fait rester et utiliser le service, parce que beaucoup de gens viennent sans vraiment savoir ce qu'ils veulent. Il y a 40 millions et quelques de titres sur Spotify. Tout le monde n'est pas un expert en musique qui va venir chercher tel ou tel artiste. Beaucoup de gens ont envie de se laisser guider par une playlist correspondant à un moment de la journée, ou une playlist correspondant à un genre, ou une playlist correspondant à des tubes. Et nous, on est là pour leur amener tous ces types de playlists pour les faire consommer. Et la consommation se fait de plus en plus via les playlists sur Spotify. Lorsque vous misez autant sur l'éditorial, est-ce que ça veut dire que contrairement à d'autres géants du web, vous ne voulez pas simplement être une plateforme, mais également un vrai média avec de l'éditorial et des choix parfois délibérés de mettre tel morceau, tel album en avant? Absolument, c'est tout à fait le cas. On est à la fois un distributeur, donc ça c'est le côté un peu rébarbatif, mais très important d'un point de vue chaîne de valeur pour les artistes et l'industrie, et en effet un média, et on veut apporter une touche éditoriale. Et rien de ce qui est mis en avant sur Spotify n'a pas été choisi éditorialement par nos artistes. On n'est pas simplement un outil de mise en avant promotionnel, pas du tout. On est là avec un goût, avec un propos et une prise de parti éditoriale. Après, on adhère ou pas, on est d'accord ou pas, mais c'est vraiment un choix et c'est très important pour nous de préserver cette intégrité éditoriale de la plateforme. Très important. Allez Bruno Crollo, on va parler un petit peu de votre secteur de façon plus large, le streaming, parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'était il y a quelques jours à Bruxelles. Vous avez créé avec d'autres partenaires, donc je crois il y a Spotify, il y a le français Deezer, Qobuz également, SoundCloud qui est allemand. Oui. Plusieurs acteurs européens de la musique en streaming se sont regroupés sous la forme d'un lobby, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, Digital Music Europe, donc à Bruxelles, la capitale de l'Europe. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs avec ce lobby? Et est-ce que ça veut dire que le secteur se structure et qu'en plus de ça, il devient surtout de leadership européen? Alors très clairement, l'objectif, c'était de réunir toutes ces entreprises européennes autour de la musique digitale et d'en faire une alliance, puisque c'est le mot qui est employé, et c'est bien la notion, une alliance pour... nous avons des objectifs communs, nous avons des problématiques communes, et l'idée c'est de partager dessus et d'avoir une position commune vis-à-vis de Bruxelles et vis-à-vis des interlocuteurs européens et mondiaux du coup. Et de peser par rapport aux GAFA par exemple, qui pourraient, non seulement qui sont à majorité américaine, mais en plus qui pourraient peser et voire vous concurrencer, puisque beaucoup d'entre eux ont lancé leur propre service de streaming. L'idée en tout cas est d'être unis et d'être cohérents dans un certain nombre de débats ou de sujets sur lesquels on a des problématiques communes. Data, les droits d'auteur par exemple comme exemple de sujet? More to come, comme on dit en anglais. Les sujets vont se présenter, les discussions auront lieu, mais effectivement l'idée c'était ça, c'est vraiment d'être unis et européens. Merci Bruno Crollo d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général France et Benelux de Spotify.